baisses de prix de part qui ont pu être parfois d'ailleurs assez drastiques, 10, 15, 20% comme je le disais, sur certaines SCPI encore une fois, et on y reviendra, mais il y a vraiment une dichotomie du marché. Tu as un marché qui se porte très bien et un marché qui est évidemment beaucoup plus affecté. Est-ce que le prix de la part est inférieur, égal ou supérieur à la valeur de reconstitution? Salut Clément, comment tu vas? Salut Thomas, très bien et toi? Ça va, super. Écoute, très content de te retrouver Clément. Tu fais partie des rares invités qui reviennent, qui reviennent sur le podcast. Euh, on va parler aujourd'hui de SCPI, forcément, parce que bah, vous êtes spécialisé C'est un dans peu les mon SCPI sujet, chez donc Louvre, donc effectivement. on va en parler. Le but, c'est ça. C'est ça. On a l'habitude de te voir et de t'entendre sur ce sujet, donc pas besoin d'expliquer pourquoi tu es légitime, même si je vais quand même te demander une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais juste avant, pour introduire l'épisode, l'idée c'est aujourd'hui de faire un point sur les CPI en 2024, parce que il y a eu des secousses sur le marché l'année dernière, et l'idée c'est vraiment de faire un point d'actualité là-dessus et qu'on creuse un petit peu sur ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. On va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux te présenter, Clément? Ouais, avec plaisir. Écoute, donc moi je suis Clément Renaud, fondateur de Louvainvest. Donc j'ai un parcours qui est un peu peut-être atypique, enfin atypique, je sais pas, mais en tout cas pas strictement financier, puisque moi j'ai commencé plutôt dans l'ingénierie et même en fait l'ingénierie vraiment industrielle lourde. J'ai commencé à bosser d'abord dans les moteurs d'avion en Angleterre. Ensuite je suis parti aux États-Unis, j'ai bossé dans la tech. Où j'ai été data scientist, j'ai créé une première startup de nouveau dans la deep tech. Donc en fait on faisait de nouveau des sujets un peu d'ingénierie relativement lourde puisqu'on faisait de la technologie pour rendre les navires autonomes. Et je suis rentré en France en 2019. J'ai une période où j'étais freelance pendant à peu près allez, 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et à ce moment-là, je voulais faire un investissement locatif. J'en avais déjà fait deux en fait quand j'étais aux États-Unis. Et puis j'ai découvert que être freelance, auto-entrepreneur précisément en France, c'était à peu près la caste des intouchables quoi pour le crédit. Donc on m'a refusé tout ce que je demandais. Et puis je me suis dit c'est quand même fou que t'aies autant de gens qui en plus ont des boulots qui pour certains en tout cas payent plutôt bien quoi, soient juste pas éligibles à des financements. Et donc ça a un peu lancé toute une idée autour de comment faire finalement pour rendre plus accessible l'investissement immobilier. Et de fil en aiguille, avec Théophile, donc un ami d'école d'ingénieur, qui lui bossait pour le coup en finance de marché, on s'est dit ok, on va faire une plateforme un peu inspirée de projets type Robinhood aux États-Unis qui font des investissements en fait en actions. Robinhood, peut-être pour les Français, vous connaissez peut-être, enfin les Français connaissent peut-être un peu mieux Trade Republic, qui est assez gros, j'ai l'impression en ce moment, dont on entend beaucoup parler. En fait, c'est un peu Robinhood, c'était un peu le précurseur de Trade Republic, évidemment aux États-Unis, pour permettre d'investir très simplement avec des frais extrêmement bas. En fait, même en pratique, des frais nuls sur Robinhood par rapport à des brokers traditionnels qui faisaient payer, je sais pas, 5, 10, 15 dollars pour des ordres en bourse. Et donc, en fait, un peu inspiré par cette idée-là, on s'est dit, on va permettre d'investir super facilement en immobilier. Et donc, on a découvert l'ASCPI, qui est en fait, à mon avis, alors c'est rigolo, on pourra en parler, mais en fait, à mon avis, en train de devenir le meilleur investissement immobilier en fait en France aujourd'hui. Et je pourrais développer pourquoi, mais il y a pas mal de réglementations et de choses sur la location meublée traditionnelle, le LMNP notamment, qui font que je pense Je que viens de faire un l'ASCPI a épisode vraiment de belles dessus. cartes à jouer. J'ai fait un épisode justement sur le sujet du LMNP avec quelqu'un d'autre aussi qui sortira, je pense, un peu avant le tien. Donc les auditeurs, s'ils ont Ouais. bien suivi, ils comprendront de quoi tu vas parler. Ouais, et puis de toute façon, bah voilà, on pourra détailler un peu, mais voilà. Donc en gros, on a découvert la SCPI, le super mode d'investissement immobilier, puis je pense qu'on va détailler exactement ce que c'est, mais en gros, un investissement immobilier vraiment passif, clé en main, sans avoir besoin de crédit. Donc ça cochait pas mal de cases à partir de potentiellement quelques centaines d'euros. Et par contre, en creusant, on s'est dit, mais en fait, le problème de la SCPI, c'est la distribution. C'est-à-dire que la distribution, elle est faite par des conseillers en gestion de patrimoine, par des banquiers. Ce sont des solutions qui marchent super bien, peut-être pour une clientèle. Et moi, j'ai absolument pas vocation à dire, il faut il faut supprimer les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine, mais c'est plutôt de se dire, on pense qu'il y a un segment de gens en fait qui ont un peu envie de le faire tout seul. Et ces gens-là peuvent pas le faire et ils sont obligés de payer les frais un peu premium quand même de ces intermédiaires traditionnels. Et donc, on a créé Louvainvest, qui est donc la première plateforme
SCPI en ligne, avec donc une cinquantaine ou 55, je crois aujourd'hui, SCPI qu'on propose. Donc vraiment multi-produits. On n'est pas affilié à une banque, on n'est pas affilié à une société de gestion, avec un système de réduction des frais. Et c'est là où c'est un peu intéressant, et peut-être qu'on pourra le détailler aussi. En fait, les frais en SCPI sont souvent cachés, c'est-à-dire que l'intermédiaire va vous dire non, mais vous ne payez aucun frais supplémentaire. Alors c'est vrai, il n'y a pas de frais supplémentaires, keyword supplémentaire, mais en fait, évidemment, l'intermédiaire, lui, il est rémunéré par ce qu'on appelle des rétrocommissions, c'est-à-dire qu'en fait, il est payé par la SCPI à laquelle il apporte du business, en fait, hein, il va te diriger. Alors, d'ailleurs, je dis pas qu'ils le font que parce que, qu'ils choisissent la SCPI uniquement basée sur les montants reçus, mais en tout cas, il y a une interrogation qu'on peut avoir de se dire finalement si SCPI A te paye 6% et SCPI B te paye que 4%, ben peut-être que tu es un peu conflicté en tant qu'intermédiaire. Donc bref, tout ça pour dire que donc tu as ce système un peu obscur de frais payés par rétrocommission. Et donc nous, pour réduire ces frais, on fait un système de cashback, c'est-à-dire que tu investis et nous, on te rembourse une partie des frais que nous touchons. Donc voilà comment ça fonctionne et voilà qui on est. Et puis du coup, pardon pour refaire très rapidement, Clou Invest lancé en 2021, on s'est lancé le 8 janvier 2021. Donc ça fait un peu plus de 3 ans. On a à peu près 170 millions d'euros à date qui ont été investis par nos clients. Et l'année dernière, donc en 2023, on a eu à peu près 67 millions d'euros investis par les clients. Cette année, je table plutôt sur 110, peut-être 120 si le marché repart bien. Voilà. Mais donc, ce que j'ai par là, c'est qu'on est assez gros. Aujourd'hui, on est, je pense, un des leaders, si ce n'est le leader sur le marché. On peut vous appeler courtier en SCPI? C'est le terme qui vous correspond, c'est ça? C'est un très bon terme. Alors moi, j'aime bien aussi le terme de plateforme parce qu'on a quand même un aspect en fait online assez fort, mais en réalité, tu as raison. On pourrait dire, tu vois, on pourrait dire une plateforme de courtage de SCPI en ligne, par exemple. Mais tu as dit un truc que je trouve super intéressant et qui est quand même ultra aligné avec ma philosophie, c'est que tu dis que tu aimerais, que tu as capté qu'il y avait un segment de gens qui n'avaient pas forcément besoin d'intermédiaires et qui avaient besoin un petit peu d'être autonomes et de choisir eux-mêmes leur SCPI. Et finalement, c'est un peu moi ce que je, comment dire, ce que je véhicule dans le podcast et même dans mes accompagnements, c'est rendre autonomes finalement les investisseurs en leur montrant que c'est pas si compliqué. Beaucoup de choses, hein, que ce soit en bourse ou en IMO, c'est pas si compliqué. Et finalement, Louvre permet ça aujourd'hui, quoi. Permet finalement d'être autonome ou pas, parce que a priori, vous pouvez même faire accompagner par des conseillers, hein, c'est ça? Ouais, absolument. En fait, c'est un point important, c'est-à-dire que on n'a pas une vision de dire il faut pas du tout accompagner le client. On a des conseillers, on accompagne les clients, on les aide, on est capable de leur faire des simulations, etc. En revanche, disons que tu vois, tu vas avoir des clients. Tu as une gamme de clientèle que je vais appeler peut-être ceux les moins avertis, qui en réalité sont drivés par la peur. C'est-à-dire que le monde financier les effraie. Et donc, ils se raccrochent à des branches qui les rassurent. Et ces branches-là, ça peut être BNP, ça peut être AXA, ça peut être voilà. Et c'est très bien, tu vois. C'est-à-dire que effectivement, si vous allez chez BNP ou chez AXA, il est extrêmement improbable, pour ne pas dire quasiment impossible, d'investir dans une arnaque, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est hyper rassurant. Si tu sais pas, en fait, tu vois, on a tous entendu parler d'arnaques, des pyramides de Ponzi, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent finalement, ouais, mais attends, c'est quand même mon argent, c'est mes économies. Donc voilà. Donc tu te mets un peu ce gros brand name, cette grosse marque, et donc effectivement, Qui rassure, c'est quoi. extrêmement improbable que tu aies vraiment une arnaque complète, quoi. Par contre, on va pas se le cacher, t'as pas les meilleurs produits. Donc voilà, c'est un peu un trade-off, c'est tu. Et donc en revanche, tu as une autre clientèle qui elle va être peut-être un peu plus prête à faire des recherches en amont, qui lorsqu'elle va parler à un conseiller, finalement aura déjà compris qu'une SCPI c'est pas une arnaque, n'aura peut-être pas besoin d'être convaincue de ça, mais devra plus être aiguillée sur, on va dire, la fin du processus, qui est plutôt, voilà, j'hésite peut-être entre 3, 4, 5 SCPI, laquelle est la meilleure pour moi. Mais tu vois, c'est pas la même démarche d'en arriver là par rapport à quelqu'un que tu prends par la main depuis le début en essayant de lui dérisquer tout l'univers financier. Voilà, c'est pour ça que je parle un peu de cette segmentation clientèle. Ok. Du coup, si on en revient au sujet des SCPI et surtout à l'actualité, parce que clairement, tu dois le savoir, vu que tu baignes dedans, et ils n'ont pas eu très très bonne presse les SCPI en 2023. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de pourquoi, pour beaucoup de monde, les SCPI ne sont... Enfin, pourquoi ça fait peur, même si je pense et je le sens aussi que le marché repart a priori, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un petit peu cette peur sur les SCPI ou que
potentiellement certaines personnes sont encore dans l'attentisme là ces derniers mois ou ces dernières années? Écoute, en fait, la réponse est très simple, hein. Ce qui s'est produit sur les SCPI, c'est la même chose que ce qui s'est produit sur tout le marché immobilier. C'est-à-dire que tu es passé des taux qui étaient négatifs, très légèrement négatifs, ou autour de Mmh. zéro, jusque quasiment fin 2021, et que, on va dire, de janvier 2022 à janvier 2023, les taux sont passés de 0 à 3%. Et je parle de taux, donc des taux notamment par exemple d'emprunt de la dette française ou alors les taux enfin il y a aussi, donc ça évidemment c'était drivé par les taux directeurs de la Banque centrale européenne, mais en gros tu as une hausse des taux monumentale. Euh, et donc cette hausse des taux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc notamment l'OAT, donc le taux auquel l'État français emprunte, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Alors bon, vu les déficits publics de la France aujourd'hui, euh, je n'irai pas commenter sur le niveau de sans risque du sans risque, mais peu importe. Généralement, c'est considéré comme le taux sans risque parce que la probabilité que ça fasse défaut, donc qu'on ne te rembourse pas, est quasiment nulle. Voilà. Mais donc, toutes les classes d'actifs qui ont du risque, c'est-à-dire en fait toutes les classes d'actifs euh, qui ne sont donc pas sans risque, sont évaluées par rapport au taux sans risque. Et donc, quand le taux sans risque augmente drastiquement, eh ben, toutes les classes d'actifs doivent avoir des taux de rendement qui augmentent parce que sinon, on dit, bah non, en fait, regarde, attends, avant, j'avais du sans risque à 0 et toi, tu me servais du 3 avec du risque. Maintenant, j'ai du sans risque à 3. Si tu me sers du 3, bah, t'es évidemment Aucun pas intérêt quoi. attractif, en fait, parce que j'ai du risque pour rien, quoi. Voilà, exactement. Et donc, toutes les classes d'actifs ont subi ça. Et donc, on l'a vu partout, en fait, hein. Sur le monde du VC, donc ce qu'on appelle le capital risque, l'investissement dans les startups, sur alors les marchés boursiers en partie également, notamment sur une réévaluation, on va dire, de ce qu'on appelle les multiples de valorisation des boîtes, et évidemment l'immobilier, puisque l'immobilier a un niveau de rendement et ce niveau de rendement doit être comparé au sans risque. Et donc tu as un choix qui est très simple dans l'immobilier. Comment tu fais pour évaluer le rendement d'un actif immobilier? En fait, tu regardes, ça me rapporte combien en loyer divisé par le prix. C'est aussi bête que ça, loyer divisé Mmh. par prix. Les loyers, en réalité, donc si tu veux faire augmenter ton rendement, hein, soit tu augmentes les loyers drastiquement. Bon, là, tu te rends compte que tu as quand même un problème évident, c'est-à-dire que tu vas voir ton locataire, il te dit gentiment, bah en fait, je peux pas, c'est impossible, je peux pas m'augmenter de 25, 30, 40% mon loyer, c'est mort. Donc, si tu veux maintenir un niveau de rendement attractif, en fait, tu es obligé de baisser le prix, c'est mathématique, tu n'as pas le choix. Donc, tu peux pas augmenter le loyer, tu dois baisser le prix. Et donc, c'est ce qui s'est produit, et en particulier sur l'immobilier dit commercial par rapport à l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, c'est tout ce qu'on connaît, c'est les maisons dans lesquelles on habite, c'est l'appartement de nos parents, enfin voilà, c'est là où on vit, quoi. Où là-dessus, c'est un marché, on va dire, plutôt de particulier à particulier. Et donc là-dessus, il peut y avoir des comportements un peu incohérents. C'est-à-dire que le marché peut mettre beaucoup de temps à converger vers de nouveaux prix parce que en fait si t'es pas obligé de vendre, peut-être que tu vas juste refuser de vendre, tu as beaucoup de seuils d'ancrage psychologique et donc ça peut mettre beaucoup de temps. L'immobilier dit commercial, c'est un immobilier qui va regrouper les bureaux, les commerces, les entrepôts logistiques, les hôtels, enfin voilà, tout ce qui en gros n'est pas de l'immobilier dans lequel tu vis, qui est de l'immobilier dans lequel plutôt tu as une activité. C'est plutôt fait par des financiers pour le coup, parce que les niveaux de montants sont énormes, et donc c'est un peu plus rationnel. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu as cette problématique de taux sans risque qui augmente, rapidement les gens se rendent compte que en fait, si tu veux transacter, si tu veux réaliser des transactions sur ce marché, tu es obligé de baisser les prix. Donc c'est ça qui s'est produit. Donc tu as une baisse quand même assez conséquente de 10, 15, 20%, voire 25% sur l'immobilier commercial. Et donc évidemment les SCPI, alors on n'en a pas trop parlé, mais les SCPI en fait ce sont des fonds d'immobilier. Donc elles possèdent de l'immobilier très largement commercial, hein. C'est très rare les SCPI d'immobilier résidentiel. Et donc évidemment les SCPI ne sont pas des magiciennes. C'est-à-dire que si ce qu'elles ont dans le portefeuille baisse en valeur, le prix de la part C'est doit baisser. répercuté Ça sur le c'est prix, ouais. obligatoire, c'est une Mmh. réglementation. Voilà, c'est une réglementation de l'autorité des marchés financiers. Et d'ailleurs, tant mieux. Ça veut dire que on peut pas vous mentir, on peut pas vous dire Mmh. artificiellement ça vaut 200 euros quand en fait l'immeuble Elle il en vaut vaut 100 euros. 50 Tu vois, quoi, c'est ouais. impossible. C'est la fourchette, c'est Ouais, plus ou moins alors ou 10%, hein, alors c'est ça? exactement, exactement. Donc tu as un petit peu de marge, on va dire, c'est-à-dire que donc tous les ans tu as un expert qui va évaluer. Et donc comme je peux reprendre mon exemple, hein, si l'expert évalue et dit en fait les immeubles ils valent 100 euros. Toi, tu peux les pricer entre 90 et 110, mais tu peux certainement pas les pricer à 150 et tu peux certainement pas les pricer à 50. Et ça, c'est évidemment très protecteur pour un épargnant,
Parce qu'en fait, ça évite qu'on te mente. En gros, Ouais, sinon, bien on te sûr. vendrait des trucs à 150 alors que ça vaut 100, et tu peux te faire avoir comme ça. Donc voilà globalement ce qui s'est passé. Ce à quoi ça a mené, c'est que tu as eu des baisses de prix de part à partir, on va dire, de globalement juin-juillet 2023. Baisses de prix de part qui ont pu être parfois d'ailleurs assez drastiques, hein, 10, 15, 20% comme je le disais, sur certaines SCPI, encore une fois, et on y reviendra, mais il y a vraiment une dichotomie du marché. Tu as un marché qui se porte très Mm. bien et un marché qui est évidemment beaucoup plus affecté. Et donc, ça a fait très peur. C'est-à-dire que tout à coup, les Français, les investisseurs, se sont rappelés que l'immobilier, c'était pas sans risque. Et c'est vrai, Mm. je pense que dans la tête de beaucoup, l'immobilier, peut-être que c'était pas sans risque, mais c'était très proche de sans risque. Et donc, c'est, je pense, ce coup de semonce qui a marqué les esprits. On l'a vu dans les journaux, et puis on a vu effectivement des investisseurs qui pouvaient être un petit peu échaudés à se rendre compte que, ben oui, leur investissement immobilier, puisque ça en est un, Mm. pouvait perdre de la valeur. Ouais, ce à quoi on n'a pas été habitué depuis, je sais pas, 15 ans. Et c'est En ça, fait, tu sais, c'est un peu vrai parce qu'on me faisait toujours cocher. Oh, vas-y, pardon. ouais, je disais en fait, moi je trouve que c'est un truc moi sur lequel j'essaie d'alerter, tu vois, souvent sur le podcast, c'est que il y en a beaucoup qui veulent pas investir en bourse en disant non, la bourse est risquée, machin et tout. Et alors oui, il y a du risque, c'est volatile, c'est-à-dire que ça peut baisser beaucoup plus rapidement que l'immobilier. L'immobilier, mais par contre voilà, l'immobilier ça peut baisser aussi. C'est beaucoup plus long à baisser et ce sera moins violent que la bourse. Mais voilà, non, alors moi j'étais pas né où je suis encore tout petit, mais dans les années 90, il y a eu un marché baissier immobilier énorme, et surtout à Paris. Et ça, il y a beaucoup de monde, soit qui l'ont oublié, ou soit qui ne sont juste pas au courant. Donc, enfin voilà, je pense que ça fait aussi peut-être un peu du bien. Je pense que ça a peut-être assaini un peu le marché. Ça fait aussi réaliser que oui, l'immobilier, c'est pas sans risque, quoi. Moi, je te rejoins à 100%, c'est ce que je disais en fait. Tu vois, on est tous habitués, tu sais, à cocher ces trucs en bas de formulaire, là. Oui, oui, j'ai bien compris, il y a un risque, il y a un risque. Et puis en fin de compte, tout le monde l'avait coché depuis 10 ans, et puis en fait se disait, non, non, mais ok, enfin, on me dit qu'il y en a un, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de risque. Bon, ben, si, en fait, on vous a coché ça, c'était pas juste pour faire joli, C'est quoi. une C'est qu'il vraie y a raison, vraiment un quoi. risque derrière. Et voilà, il y a une vraie raison. Et donc là, on s'en est rendu compte, t'as raison, dans un contexte quand même compliqué, tu vois, de conflits géopolitiques conséquents sur différents fronts. Enfin bon, bref, mais bon, un contexte vraiment quand même ouais, assez marqué et puis très différent de ce qu'on avait pu connaître avant. Mais ça nous rappelle Mm. à tous que l'immobilier, il y a du risque, t'as raison. Ok. Et du coup, t'as dit un truc intéressant. Alors, t'en as dit plein de trucs intéressants, bien sûr. Et un truc qui sort du lot, t'as parlé de dichotomie de marché. T'as dit qu'il y avait un peu les bons et les mauvais élèves en SCPI. Et j'aimerais qu'on appuie un peu là-dessus et que tu expliques un peu pourquoi. Pourquoi il y a pourquoi il y a des SCPI qui, alors je vais te dire un peu les chiffres que j'ai en tête et déjà tu vas me dire si, je dis pas de bêtises parce que t'es quand même plus spécialiste que moi. Moi, j'ai en tête qu'il y a 200, à peu près un peu plus de 200 SCPI qui existent en France et qu'à ce jour, il y a entre 20 et 25 SCPI qui ont annoncé des baisses de prix de part. Déjà, est-ce que sur les chiffres, on est en phase ou est-ce que j'ai un petit peu de retard par rapport à mes infos? Alors, en fait, effectivement, le chiffre de 200 SCPI est souvent avancé, mais il est un peu trompeur parce qu'il inclut en fait toutes les SCPI dites fiscales ou des SCPI fermées. Donc en fait, les chiffres, c'est marrant, j'ai regardé ces chiffres il y a pas longtemps. En gros, donc tu as effectivement, je crois, 215, enfin bon, des SCPI, disons, enregistrés auprès de l'AMF. Enfin, pas enregistrés d'ailleurs, c'est qui ont un visa de l'AMF. Euh, et sur ces 215, tu as environ 105 SCPI de rendement, donc des SCPI qui Hmm. sont ce qu'on appelle, enfin les SCPI classiques auxquels on est habitué, et environ 90 SCPI de rendement à capital variable. Alors, bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de détailler exactement toutes ces sous-catégories, mais en fait, les SCPI qu'on connaît tous, les SCPI auxquels on est habitué, c'est des SCPI de rendement à capital variable. C'est-à-dire que ce sont des SCPI donc de rendement, ça veut juste dire que leur objectif, c'est de générer de la performance par rapport à de la SCPI fiscale, où en fait l'objectif, ça va être de défiscaliser ou à de Hmm. la SCPI de capitalisation dont l'objectif c'est que la valeur augmente sans nécessairement distribuer. Donc le rendement, c'est on veut te faire du rendement locatif. Et capital variable, en fait, ça veut juste dire que ce sont les SCPI auxquels on peut globalement souscrire par rapport à du capital fixe où en fait la SCPI à capital fixe va collecter un certain montant, puis après ce sera fini. Donc tu pourras faire Hmm. un marché de gré à gré, mais qui est un marché un peu compliqué. Donc en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, quand on parle de SCPI, par un peu par abus de langage, par raccourci, faut comprendre que ça veut dire SCPI de rendement à capital variable.
Ça représente plutôt, comme je te disais, à peu près 90 SCPI. 90. Donc c'est quand même beaucoup moins. Et donc les 25 qui ont baissé leur prix de part sont pour la plupart des SCPI de rendement à capital variable. Donc en fait, c'est plutôt 25 sur 90. Donc c'est On est à 25%, quoi. conséquent On hein, est quand plus proche même des le nombre de 25% SCPI qui ont que eu. 10%, ouais. Hmm. Voilà. On est, ouais. Et du coup, c'est quoi le profil type? Est-ce que tu peux dresser un peu un portrait robot de ces SCPI qui ont baissé le prix de part, ou est-ce que ça concerne un peu tous, ou est-ce que tu as repéré un type de SCPI sur lesquels voilà, ils ont pris un peu plus cher que les autres? Alors absolument, on a fait un webinaire complet en fait dédié à cette analyse-là et on a tout à fait pu dresser un portrait robot. Mhm. Le portrait robot, donc je vais pas me faire des amis en disant ça, mais ce sont des SCPI plutôt anciennes, c'est-à-dire qu'elles ont des stocks importants, assez grosses, anciennes, généralement investies massivement sur du bureau, notamment sur des très grandes surfaces de bureaux. Tu vois, ce qu'on observe, là je fais directement une petite parenthèse, mais le marché du bureau, en fait, on observe qu'il, pareil, il a aussi une dichotomie. Tu as les surfaces un peu plus petites, mais dans des quartiers un peu plus premium, qui, elles, se portent très bien. Tu vois, des bureaux dans le 9e arrondissement parisien, dans le 8e arrondissement parisien, ça marche très bien. Ou les Les coworking, ou des bureaux choses comme plus ça aussi. impactés, ça va être des voilà, ouais, tous ces nouveaux types de bureaux. Ce qui va être beaucoup plus impacté, c'est, tu vois, des énormes tours à la défense. Ça, c'est c'est pas top aujourd'hui, c'est compliqué. Hmm. Parce que télétravail, parce que finalement, personne n'a, enfin, les employés n'ont pas très envie d'aller dans ce type de bureau. Enfin bon, voilà. Donc voilà, un peu différent. Donc des SCPI plutôt anciennes, plutôt très grosses, plutôt de bureaux. Et en fait, et c'est d'ailleurs tout ça est corrélé. Hein, et en fait, souvent, qui sont quand même des SCPI bancaires. Tu vois, je pense par exemple à du Amundi qui a annoncé 2 baisses de prix de part consécutives, BNP pareil, tu avais Est-ce que tu peux HSBC définir qui c'est avait quoi aussi ce pas qu'on mal appelle une souffert. SCPI bancaire? C'est quoi concrètement une SCPI bancaire par Ouais, rapport aux autres SCPI? ouais, exactement. Alors tu as tout à fait raison. En fait, donc une SCPI, donc c'est un véhicule dans lequel on loge des immeubles, donc des immeubles, voilà, ce que tu veux comme immeuble, et c'est géré par une société de gestion. Et donc une société de gestion, c'est un prestataire de service en fait pour la SCPI qui va sélectionner les biens, les acheter, les mettre en location, les maintenir. Donc c'est vraiment, voilà, dis-toi que c'est un service clé en main qui gère pour toi, mais toi, t'as pas investi dans la société de gestion, hein, tu n'as investi que dans les immeubles. Juste, Hmm. c'est la société de gestion qui s'occupe de ces immeubles. Et donc cette société de gestion, elle peut être soit une société de gestion affiliée à un groupe bancaire, et c'est ça que j'entends par SCPI bancaire. Hmm. Donc c'est-à-dire que ce sont des SCPI qui émanent de sociétés de gestion affiliées à des groupes bancaires. Donc c'est pour ça que je parlais de BNP, Amundi, Mhm. HSBC par exemple, hein, parmi d'autres, versus des sociétés de gestion indépendantes dans le sens où elles ne sont pas Affilié au réseau affiliées à un bancaire, groupe ouais. bancaire. Donc t'en Hmm. as plein. Voilà, et donc t'en as plein. Tu peux avoir, je sais pas, parmi les connus, tu peux avoir Sofidy, tu vas avoir Perial, tu vas avoir Aldéran, enfin bon bref, t'en as pas mal. Et donc effectivement, les SCPI historiques sont quand même pour beaucoup d'entre elles des SCPI bancaires. Et donc ce sont elles qui ont plutôt effectivement le plus souffert. Ok. Donc du coup, si je récapitule un peu ce que tu as dit sur le portrait robot, c'est celles qui ont majoritairement baissé leur prix de part, donc dans les on va dire 25-30% des CPI qui nous concernent, on va dire, des plus courantes qui ont baissé le prix de part, c'est SCPI bureau, plutôt en région parisienne, et plutôt affiliée à des groupes bancaires et plutôt un peu ancienne. C'est bien ça? Voilà, exactement, exactement. Ok. Et donc du coup, quelle est l'autre on va dire catégorie de SCPI qui tire? Parce qu'après, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est vraiment binaire, c'est-à-dire tu as eux et les autres, ou est-ce que tu as celles qui sont fait vraiment massacrer, celles qui tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire qui sont vraiment dans le haut du panier. Après, est-ce que tu en as un peu entre les deux, ou c'est plutôt binaire, tu vois, on va dire dans le marché d'aujourd'hui des CPI? Comment tu le vois? Mm. Ouais, non, t'as évidemment un ventre mou, hein, c'est comme toujours. Donc t'as les mauvais élèves, un ventre mou qui s'en tire pas trop mal, et euh, et quelques SCPI effectivement. Enfin, en fait quelques, il y en a quand même pas mal hein, maintenant, pas mal de Hmm. SCPI qui s'en sortent au contraire extrêmement bien. En fait, le portrait robot inverse, c'est plutôt celles qui tirent leur épingle du jeu. Des SCPI récentes, plutôt diversifiées, donc tu vois pas monoclasse d'actifs, mais qui vont être opportunistes des CPI du coup qui ont un stock assez faible et ça s'explique très facilement en fait hein. Plus ton stock était élevé avant la hausse des taux,
plus ça veut dire que tu avais acheté des biens en fait dans un autre contexte de taux. Et donc, ils ont été très affectés parce que quand les taux sont remontés, tu vois, c'était des biens qui valaient le coup quand les taux étaient à zéro, mais à 3%, leur prix doit beaucoup baisser. À l'inverse, si tu es une SCPI récente, avec un stock limité, une capacité de collecte, donc que tu fais rentrer beaucoup d'argent, que donc tu achètes pendant la hausse des taux. Donc en fait, tu achètes à des bons prix en fait au fur et à mesure que les taux augmentent. Ton stock, on voit bien qu'il va être dilué. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu vois, si j'ai 100 millions de capitalisation, donc capitalisation c'est mon stock, avant la hausse des taux, et puis que je collecte 100 millions par an. En 2022, je collecte et donc je déploie à peu près 100 millions. Donc en fait, tu vois, j'ai déjà à la fin de 2022, j'ai la moitié de mon stock qui a été acheté dans un contexte de taux plus favorable. Puis à la fin de 2023, j'ai 2 tiers de mon stock qui ont été achetés dans des conditions plus très favorables. Et donc évidemment, mon portefeuille, il n'est pas trop affecté parce que même si le premier tiers, il baisse un peu, en fait, j'ai 2 tiers qui ont été bien achetés. À l'inverse, si tu as 4 milliards de stock et que tu collectes toujours 100 millions, tu as collecté 100 millions à des bons prix, mais 100 millions sur 4 milliards, c'est rien du tout. Et donc, en fait, ton stock est très affecté, mais donc ce que tu as pu acheter entre-temps permet pas de rattraper, entre guillemets, le stock. Ok. Je vois bien, je vois très très bien donc c'est la raison pour laquelle voilà, les nouvelles SCPI qui, on va dire, ont moins de stock que qui collectent plus que ce qu'elles ont, elles sont ultra gagnantes parce que forcément elles achètent à des prix inférieurs grâce à la remontée des taux. Ok. Dans le contexte actuel, du coup, si quelqu'un se lance, qui nous écoute, qui dit ok, bon, moi c'est bon, Clément il m'a convaincu, je veux investir en SCPI, mais je suis quand même un peu frileux parce que le contexte fait que comment mettre toutes ses chances de son côté pour avoir une SCPI qui est fiable, avec un rendement correct, et surtout où on minimise le baisse de prix de part dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des critères particuliers à regarder, un ou plusieurs? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à la personne qui veut se lancer, mais qui est un petit peu frileux par rapport au contexte actuel, pour optimiser ses chances de faire de bonnes affaires sur son achat d'SCPI aujourd'hui? Alors, bon, le premier élément, du coup, c'est effectivement, j'aurais quand même tendance à recommander de se tourner vers des SCPI pas trop anciennes. Et donc, évidemment, vient le risque de la nouveauté. C'est-à-dire que autant une SCPI ancienne, j'ai beau jeu de leur taper dessus, mais ça fait quand même 15, 20, 25 ans qu'ils démontrent un savoir-faire. Et donc ça a évidemment de la valeur. Donc évidemment, si tu vas sur une SCPI nouvelle, tu vas être d'autant plus regardant sur la société de gestion. C'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est trois charlots qui lancent un projet dans leur coin, ou est-ce que ce sont des vrais experts dont j'ai confiance dans leur capacité à acheter des bons actifs? Donc ça, évidemment, et moi j'ai évidemment pas mal de sociétés de gestion dans lesquelles je pense qu'on peut aller avec, en tout cas, pas mal de confiance. Ça, c'est le premier point. Plutôt viser une SCPI jeune, mais donc quand même se renseigner sur le gérant. Deuxièmement, il y a un indicateur qui est quand même super utile, et on l'a très rapidement abordé tout à l'heure en parlant de la tranche des 10%, c'est cette valeur d'expertise. La valeur d'expertise, en fait, le nom technique, c'est la valeur de reconstitution. C'est-à-dire que c'est la valeur déterminée par un expert indépendant, et ça, c'est important. L'expert, il ne fait pas partie de la société de gestion, parce que sinon, évidemment, il y aura un conflit d'intérêt énorme à mentir. Cette personne-là, c'est un tiers. Voilà. Donc ce tiers-là a évalué les biens et donc va déterminer combien ça vaudrait de reconstituer le portefeuille de la SCPI, d'où le nom valeur de reconstitution, combien ça coûterait pour reconstruire ça. Et ça, c'est une indication qui est donnée tous les ans au moins et maintenant plutôt tous les 6 mois. Et donc, moi, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est de regarder pour les SCP dans lesquels ils souhaitent investir, est-ce que le prix de la part est inférieur, égal ou supérieur à la valeur de reconstitution? Si le prix de la part est inférieur à la valeur de reconstitution, c'est un extrêmement bon signal. Ça veut dire qu'on achète à un prix qui est plutôt en dessous de ce qu'un expert pense que ça vaut. Si c'est égal, en fait, c'est neutre, quoi. C'est une affaire normale, c'est bien évalué, mais on est au bon prix. Et si c'est un peu élevé, par exemple, tu vois, je sais pas si tu es à plus 7%, plus 8% par rapport à la valeur de reconstitution, vu que, comme on l'a dit, tu peux pas être au-dessus de 10%, donc ni au-dessus ni en dessous. Ça ne peut pas arriver que tu achètes à 15% au-dessus. Mais même si tu es à 8-9, oui, tu peux commencer à dire peut-être que bon, c'est un peu chaud, quoi, pour que ça reprenne la valeur, il va falloir que ça remonte quand même un peu. Donc ça, c'est un critère qui est primordial à mon avis. Et on a fait en sorte de l'afficher sur notre application. Alors là, je fais un tout petit peu de pub, mais c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander où c'est qu'on le trouve, quoi. Où c'est qu'on trouve cette valeur, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué à trouver comme info, quoi. Alors,
Bah, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Ça l'est en fait par défaut, ça l'est parce qu'en fait, en fin de compte, c'est dans ce qu'on appelle les rapports annuels. Donc évidemment, quand on veut faire un peu de démocratisation, demander à quelqu'un d'aller lire un rapport de 70 pages, qui est en plus pas toujours très accessible, c'est pas idéal. Ouais, Donc ce qu'on a ça fait, donne pas c'est que sur envie. Ouais. notre application, on a sur non, sur chaque page, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un graphique dans lequel on montre en fait en graphe, hein, de manière hyper intuitive, tu vois le prix de la part et tu vois la valeur de reconstitution. Donc soit ta valeur elle est au-dessus ou en dessous, et on t'affiche évidemment en vert si c'est au-dessus pour te dire que c'est bien, c'est-à-dire que, enfin en vert si la valeur de reconstitution est au-dessus, donc t'achètes moins cher, en rouge si t'achètes plus cher, et on met aussi un petit jugement, on va dire un peu qualitatif, de te dire bah là, attention, le prix nous paraît élevé. Alors c'est basé sur une heuristique, mais au moins tout de suite, tu as une première indication visuelle. Donc ça, je vous invite à regarder. C'est, je trouve, une des fonctionnalités les plus sympas qu'on ait fait, en tout cas dans le contexte actuel, à mon avis, l'une des fonctionnalités les plus utiles. Donc voilà, bien regarder la société de gestion, bien regarder la valeur de reconstitution. Et puis après, il y a un aspect qui est un peu plus dans lequel je pense qu'il n'y a pas de science exacte, c'est les classes d'actifs. C'est-à-dire que on a tous un peu des feelings, tu vois. Si vous avez l'intuition que les bureaux c'est mort, ben moi, je pense qu'il faut suivre un peu ce qu'on croit, quoi. Donc dans ce cas-là, peut-être pas investir dans des SCPI de bureau. Hmm. Si on pense que l'hôtellerie c'est le feu, ben voilà, il y a des SCPI hôtelières, voilà. Donc il y a ce côté aussi de se dire, ben voilà, quelle lecture on a du futur et dans quoi on a envie d'aller se positionner. Ok. Voilà, après c'est plus une question de conviction aussi, hein, dans quoi on veut parier, dans quoi à quoi on veut s'exposer. Même si après il y a aussi la solution de SCPI diversifiée qui peut un peu résoudre ce problème à notre place. Même si je pense que là-dessus tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de ne pas prendre qu'une SCPI diversifiée. Bien sûr, hein, voilà, en fonction du patrimoine qu'on met, mais je pense que c'est aussi intéressant de diversifier en termes de société de gestion, c'est-à-dire de prendre prendre plusieurs SCPI dans un portefeuille, même si elle est diversifiée, de ne pas en prendre qu'une, quoi. J'imagine que sur ça, on est en phase aussi, non? Oui, alors effectivement, par contre, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler ce que tu as dit. Ça dépend quand même du montant, hein, parce que je vois des clients. Et d'ailleurs, enfin, je leur jette Oui, pas c'est la sûr, pierre, hein, mais si on a je pense 300 qu'ils euros se à mettre, on va compliquent un peut-être tout pas petit acheter peu la 1000 tâche. SCPI, quoi, c'est sûr, hein. Voilà, mais ça, on en voit, tu as des gens qui mettent 1 500 € sur 5 SCPI. Et Ouais. juste, je vais quand même expliquer hein, pourquoi je pense que c'est pas une bonne idée, c'est que en fait, contrairement peut-être à des comptes titres où tu peux avoir plein de toutes petites positions, mais à la fin, ton compte titre, tu vas recevoir un document qui te récapitule tes impôts. En fait, en Hmm. SCPI, ça, je dois reconnaître que c'est parfois un peu frustrant. Tu reçois un document par SCPI. Donc en fait, tu as investi 1 500 €, mais tu vas recevoir 5 documents pour tes impôts. Et si tu veux, ton mois de mai, tu vas le passer à souffrir, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense Ouais. que c'est pas nécessairement pertinent de surdiversifier sur des montants faibles. Ouais, complètement. Je reviens juste sur la valeur de reconstitution. Donc, on a bien noté qu'elle est disponible sur Louvre et je vous invite fortement à aller consulter le moteur de recherche Louvre que je trouve génial et que j'utilise même moi à titre perso pour regarder l'état du marché et l'état des SCPI. Enfin, par rapport à ce critère-là, parce que moi, honnêtement, je le trouve que là. Enfin, oui, comme tu l'as dit, on peut trouver sur les rapports annuels, mais clairement, moi, j'ai pas envie de m'embêter. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'aller chez vous pour checker cette info. Mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est mis à jour en automatique chez vous? À quel point les données sont fiables? C'est-à-dire que si, je sais pas moi, est-ce que dans 6 mois, est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en occupe chez vous? Comment vous gérez ça? Ouais, absolument. En fait, donc on a, alors en plus donc de l'application sur laquelle tu as une vision, on va dire, en tout cas, on a sélectionné, nous, des choses qui nous paraissent importantes. Tu as aussi ce qu'on appelle notre open data. Donc, alors, le nom l'indique, hein, c'est de la donnée ouverte. Donc, c'est gratuit, évidemment. Mmh. C'est pas pour les clients. Vous pouvez y aller sans être client. Vous pouvez y accéder depuis notre site. Je crois que c'est dans les ressources, vous avez l'open data. Et donc, en fait, pour faire simple, c'est un très gros fichier Excel dans lequel, pour chaque SCPI, on renseigne des dizaines et des dizaines de points de données de la performance, des types d'actifs, de la géographie, enfin un peu tout ce qu'on peut vouloir sur une SCPI. Et ça, c'est mis à jour tous les 3 mois. Alors pourquoi tous les 3 mois? Parce qu'en fait, l'information sort tous les trimestres de la part des SCPI dans les bulletins trimestriels. Donc c'est OK. pas par flemme de notre part, hein, c'est juste qu'en fait, Mmh. il y Ouais, a vous juste vous pas alignez d'infos au sur, milieu. Enfin, on mmh. pourrait, ça sert à rien. Voilà, donc tous les 3 mois, en fait, on a une équipe interne ici qui justement épluche les bulletins trimestriels. Tous les ans, évidemment, épluche les rapports annuels renseigne cette information. Donc oui, oui, c'est mis à jour tout le temps.
ça prend beaucoup de temps chez nous aussi en fait à faire, hein, parce que on a essayé d'utiliser un peu d'IA pour automatiser l'extraction, mais ça marche malheureusement pas encore très bien. Donc oui, nous on le met à jour pour que justement vous ayez pas à le faire. Ok, top. Est-ce que, alors je sais pas à quel point tu as le droit de dire des noms de SCPI, est-ce qu'on pourrait faire un classement, tu vois, de 2023? Alors, si tu me dis honnêtement si on a le droit ou pas le droit de dire les noms, je sais pas si il y a des conflits d'intérêts là-dessus. Est-ce qu'on pourrait donner un petit peu le top des SCPI qui a eu, enfin celles qui sont sorties de l'eau en 2023? Ah, bien sûr, aucun problème. Non, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Ouais, il n'y a Enfin, pas de toute de. façon, Ok. le classement, il est Ouais, de toute façon, il est temps, disponible, je il est pense. tout à fait Ouais, public. On a ouais. fait une vidéo. Ouais, voilà, on fait des vidéos sur le sujet. Donc, en gros, hein, pour donner un ordre d'idée, d'ailleurs, ce sera intéressant parce qu'on n'a pas du tout parlé des rendements qu'on peut espérer en SCPI. Hmm. Alors que c'est quand même un Donc, on critère va en le plus parler tout de important. suite. C'est quand même le critère quoi, qui nous C'est intéresse. vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et avant peut-être juste de donner les rendements, je ferai juste un petit point de rappel pour nos auditeurs. En fait, quand tu parles d'un rendement en SCPI, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est un rendement qui est net de toutes les charges immobilières et qui est net des frais de gestion. Et je dis ça pour une raison simple, c'est que il y a je vois beaucoup de formateurs en ligne. Alors, je n'ai pas envie nécessairement de taper sur eux, parce qu'il y en a plein qui font un boulot excellent, j'en suis sûr, mais pas mal de gens, tu vois, qui vont afficher des rendements sur l'immobilier traditionnel en disant ah, la renta à 14%, la renta à 12%. Bon, Ah mais le c'est problème brut de quoi. ça, c'est qu'en fait, renta, ça veut un peu tout et rien. Voilà, exactement. C'est que c'est du rendement brut. Et en fait, c'est encore pire. C'est parfois du rendement brut sans prendre en compte les frais afférents à une acquisition. C'est-à-dire qu'on va te le prendre Hmm. en disant prix net, enfin, loyer brut divisé par, voire même loyer brut, charge comprise, divisé par prix net vendeur du vendeur. Sauf que toi, t'achètes pas un prix net vendeur, t'achètes un prix net vendeur plus frais Mhm. d'agence, plus frais de formateur, plus frais de notaire, et tes loyers bruts sont sympathiques, mais tu as évidemment des charges qui sont mises dessus. Donc je parle pas de la fiscalité, hein, je parle juste du fait que bah tu as des charges de copro, tu as potentiellement de l'EDF, enfin bref, tout un ensemble de charges assez importants sur l'immobilier. Donc les loyers, enfin les rendements affichés en SCPI sont nets de toutes ces charges et nets des frais de gestion la gestion étant faite pour vous. Et donc à partir de là, on peut comparer peut-être un peu plus finement. Et donc la meilleure SCPI l'année dernière, en 2023, Transition Europe, a fait 8,16% de rendement net de frais, net de charges, ce qui est, à mon Ce avis, qui enfin, est c'est énorme. absolument énorme, hein, Ouais. 8,16%, ouais, c'est monumental. La deuxième est pas très loin derrière, elle a fait 7,79. C'était Remake Live, une SCPI assez récente. D'ailleurs, de toute façon, les trois SCPI du top 3 sont des SCPI récentes. Et la troisième, Mhm. Hirokozen, qui est pareil, une SCPI assez récente, 7,12, qui donc qui sont le top 3. Alors, à savoir hein, que Hirokozen et Remake étaient aussi les deux premières SCPI en rendement en 2022. Donc, ça donne aussi un peu le ton. C'est-à-dire que c'est Mhm. quand même deux SCPI qui, Qui se Remake était maintiennent quoi. première l'année dernière, devient deuxième parce que voilà, Transition Europe n'existait pas, donc Transition Europe vient d'arriver 8,16 et en 2022, Hiroko était à 7,04 et monte à 7,12. En plus, c'est hyper puissant comme message parce que ce sont deux SCPI qui non seulement restent dans le top 3, mais augmentent leur performance d'une année sur l'autre. Donc, Mhm. je trouve que ça vaut quand même le coup d'être mentionné. Et après ça, si on veut faire un petit top 5 rapide, mais on va pas non plus égrener tout, hein, mais Mhm. le top 5 se complète avec Novaxianeo, Mhm. 6,51%, et Epsilon 360, 6,25%. Point quand même que je tiens à signaler, c'est que sur les 5 du top 5, t'en as 4 qui sont des SCPI qui innovent sur les frais de souscription. On n'a pas trop parlé des frais encore, mais en fait, il y a toute une mouvance aujourd'hui sur la réduction des frais. Évidemment, je suis un peu un des fers de lance de ce sujet, puisque nous, on réduit les frais. Alors, comme on n'est pas une SCPI, on peut pas les réduire par les statuts de la SCPI, mais on les réduit par le cashback en rendant une partie de ces frais. Mais 4 de ces top 5 des SCPI innovent sur les frais, puisque Remake Live, Hirokozen et Neo n'ont aucun frais de souscription, et Epsilon 360 n'a que 5% de frais de souscription, ce qui est à peu près 2 fois moins que la moyenne du Que la marché. moyenne, ouais. Donc en fait, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que ces SCPI-là, dans le top 5, en fait, sont assez innovantes aussi Ben, sur les frais pour les investisseurs. moi, je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que c'est quand même un gros coup de pied dans la fourmilière, quand même, tu vois. Que tu as des CPI qui sont sans frais d'entrée et que ça fait 3 ans qu'elles sont là
Alors oui, peut-être les SCPI anciennes, elles vont te dire non, mais sont trop récentes, il faut attendre. Et c'est vrai, évidemment, il faut être prudent, il faut pas mettre tapis dessus. Et moi, je conseille jamais de mettre tapis sur des SCPI sans frais d'entrée. Je considère qu'il y a une part de risque qui est liée à leur côté récent. Mais je trouve que c'est quand même impressionnant de dire qu'elles sont là depuis, je crois, Hiroko, c'est 2019. Enfin, bref, je dirais 3-4 ans en moyenne pour les néo-SCPI. Et que ça fait quand même, depuis qu'elles sont là, qu'elles sont dans le top 3, top 5 et sans frais d'entrée. Et voilà, et je trouve que ça met un petit coup de pied dans la fourmilière quand même sur, ok, bon maintenant en fait, on peut faire de la perf tout en réduisant les frais, quoi. Ouais, et en plus, j'irai encore plus loin que toi là-dessus. Le critère, enfin la métrique, l'indicateur qu'on vient d'étudier, qui est le taux de distribution, donc c'est vraiment le rendement locatif, euh, n'est même pas celui qui les met le plus en valeur en fait, parce que donc Mhm. évidemment elle se distingue sur cet indicateur-là, mais il y a un autre indicateur qu'on appelle le TRI, le taux de rentabilité interne, qui va regarder donc tous les cash flows du début donc de l'investissement jusqu'à la sortie. Et en fait, sur l'analyse du TRI que nous on mène régulièrement en interne pour faire des benchmarks, sur l'analyse du TRI, c'est juste incommensurable en fait, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une SCPI qui a 10% de frais d'entrée, donc tu investis 100, je prends un exemple très bête, hein. Une SCPI qui a 10% de frais d'entrée et 5% de taux de distribution. J'investis 100, je gagne 5, 5, 5, 5, donc parce que je pars du principe que c'est 5% fixe. 5, 5, 5, pendant que je la détiens, je revends, mais je revends 90. Donc j'ai mis 100, j'ai gagné 5 pendant plusieurs années, mais à la fin, je revends 90. Donc évidemment, mon taux de rentabilité interne, il va prendre un coup quand même parce que la Mhm. revente est moins bonne que l'achat. La même SCPI, hein, exactement la même, sauf qu'elle n'a pas de frais de souscription. 100, 5, 5, 5, 5, 100. Parce que tu la revends au même prix. Et donc ça, sur le Mhm. taux de rentabilité interne, ça a un impact qui est monumental et qui, si le TRI devenait, et ce que je souhaite, le seul problème du TRI, c'est que ça nécessite d'avoir entre 5 et 10 ans minimum d'historique, sinon on peut pas vraiment calculer quoi que ce soit. Mais si le TRI devenait à un moment le critère, bah c'est sûr que les SCPI sans frais sont sacrément Mhm. intéressantes. Ok. Ouais, non, mais super intéressant de mettre le zoom là-dessus. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'en parler. Alors encore une fois, on n'est pas en train de dire foncer tête baissée dans les CPI sans frais d'entrée. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut diversifier et je pense que voilà, diversifier en termes des CPI sur plein d'aspects, ça me paraît évident, mais ça me paraît aussi important de le mentionner. Ok, j'aimerais qu'on fasse un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Clément, c'était parler de fiscalité. Parce que j'en parle souvent dans le podcast, même dans mes formations sur les CPI, tout ça. J'explique bien qu'on peut le faire soit via assurance vie, soit en direct. Donc vous, Lou, vous êtes clairement axé pas sur une assurance vie, hein, c'est pour investir en direct. Et souvent, l'inconvénient qui est mis en avant, et moi le premier, hein, qui est mis en avant auprès de mes clients, c'est de dire attention à la fiscalité, surtout quand on est en TMI supérieur à 30, parce que ça peut faire un petit peu mal. Mais il existe, alors je brûle un peu les étapes, hein, parce Tu veux peut-être que rappeler ce que c'est un TMI ou je sais pas si ton audience connaît parfaitement le TMI? je pense qu'ils savent, mais je vais quand même le redéfinir. TMI, tranche marginale d'imposition, c'est en gros, bon, en fait, en France, on est imposé par tranche, et en fonction de combien on gagne, eh ben, on va avoir un taux d'imposition. Mais bon, je pense que j'en ai assez parlé dans, dans le podcast, mais merci de me rappeler. Du coup, et vu que la majorité des investisseurs sont souvent en TMI 30, c'est vrai que c'est un vrai sujet, et je pense que tu dois y être confronté tous les jours. Et donc il y a le sujet de la fiscalité quand on est en direct, par rapport à l'assurance vie, où on profite de la fiscalité de l'assurance vie. Mais il y a une façon Mhm. d'optimiser. Alors, je vais pas parler de démembrement volontairement, parce que ça en est une, si on a le temps, on en reparlera. Mais j'ai surtout envie de parler de la pleine propriété, donc la manière plus classique d'investir. Et il y a la fameuse, je sais pas si on peut appeler ça une niche fiscale, on va dire plutôt optimisation fiscale de la SCPI à l'étranger. Et c'est souvent un peu du chinois. Est-ce que tu peux arriver à l'expliquer assez simplement de pourquoi alors peut-être déjà redéfinir si on fait une SCPI française, en gros, combien on va payer d'impôts, sur un cas un peu chiffré classique, et si on prend une SCPI étrangère, comment elle calcule et pourquoi ça peut être plus intéressant. Ouais, avec plaisir. Écoute, bon, peut-être qu'après, il faut me faire embaucher à Bercy pour démocratiser la fiscalité. À Mais non, mais en simplifier. tout cas, tu as tout à fait raison de le rappeler, ce système de tranche. En fait, ce que ça veut dire, hein, la tranche marginale, c'est que chaque euro supplémentaire sera taxé à cette tranche-là. À ne pas confondre avec le taux moyen d'imposition, qui en fait, ça, c'est, on va dire, la moyenne sur les différentes tranches qu'on a. Et donc, c'est vrai que dans les SCPI, dans les investissements de manière générale, on calcule souvent sur la tranche marginale pour une raison assez logique, c'est que, ben, tu vois, si tu as ton salaire, en fait, tes investissements, s'ils génèrent des revenus, ça va être ce qu'on appelle, voilà, le revenu marginal. C'est en plus de ton salaire. Donc, c'est taxé
à la tranche tout en haut. Et donc, effectivement, c'est important de le rappeler parce qu'une SCPI purement française sera imposée via deux mécanismes. L'un, les prélèvements sociaux, qu'on a tous, enfin qu'on a la plupart d'entre nous, je pense quasiment tous. Par exemple, sur le salaire, hein, tu as d'abord donc les prélèvements sociaux, en gros les 20%, puis après ton impôt sur le revenu. Et donc, en SCPI, les prélèvements sociaux, ils sont de 17,2%. Donc, tu as déjà ça qui part. Et après, tu as l'impôt sur le revenu. Et sur les SCPI françaises, tu es imposé du coup à ta tranche marginale. Donc, je le rappelais, si tu es à 30%, eh ben, tu faut partir du principe que tu as 17,2, donc les prélèvements sociaux, plus 30, 47,2. En gros, C'est la moitié quasiment qui la part au moitié de fisc, tes quoi. gains. D'accord. Ok. Et donc, du Donc coup, voilà, mais bon, en gros, donc, ouais, donc c'est violent, quoi. ok. Et donc, c'est quoi la solution alors pour éviter de se faire payer, de donner la moitié, enfin, du moins quand on est en TMI 30, pour éviter de donner la moitié à l'État sur nos revenus de SCPI, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Alors on a pas mal de choix, mais effectivement, comme tu dis, par concision, on va pas parler par exemple du démembrement, qui est un super moyen, notamment quand on n'a pas besoin de revenus, mais je pense qu'on en avait peut-être parlé dans le précédent épisode, donc je pourrais Ouais. voilà, aller regarder ça, le démembrement super intéressant, là il n'y a pas d'impôt du tout. Je vous fais juste un petit teaser, c'est un truc de fou, zéro impôt, vous n'avez pas besoin de revenus tout de suite, c'est franchement assez exceptionnel, mais bon, on n'en parle pas de manière On choisie. verra. Si on a le temps, on Deuxième va peut-être solution en dont on parler. parlera pas trop, ouais, voilà. Deuxième solution, mais dont on parlera pas non plus trop, c'est de faire par exemple une SCI, l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est plutôt, on va dire, pour les gros patrimoines qui veulent faire fructifier. Pareil, c'est un montage spécial assez classique, hein, qu'on fait fréquemment, mais c'est plutôt pour les gros patrimoines. Donc voilà. Pour le cas standard, la solution la plus commune, c'est d'investir dans des SCPI européennes. Pourquoi investir dans des SCPI? Alors, ça veut dire quoi déjà des SCPI européennes? Ça veut pas dire qu'elles sont gérées par des gens en dehors de France. C'est des SCPI qui sont gérés par des sociétés de gestion françaises, mais qui achètent des immeubles en dehors de France. Et là, par la magie des conventions de double imposition européenne, dont je ne saurais pas expliquer et dont parfois on pourrait même, en étant un peu chauvin, se dire qu'on se tire un peu une balle dans le pied. Mais quand on achète des parts de SCPI européennes, en fait, c'est hyper intéressant pour l'investisseur. Tant mieux pour les investisseurs, tant pis pour le fisc. Et pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que au lieu de payer les 17,2 plus la tranche marginale, tu vas payer donc les 17,2 sont annulés, il n'y a plus de prélèvements sociaux, donc déjà tu gagnes les 17,2%, c'est quand même énorme. Et après, tu vas payer la différence entre la tranche marginale et ton taux moyen. Donc par exemple, si tu as une tranche marginale à 30 et que tu as un taux moyen à 13, tu vas payer 30 moins 13, 17. Euh, et donc, évidemment, 17,2 qui ont été effacés, plus tu passes de 30 à 17, quoi. Donc, c'est évidemment hyper agréable. Et tout à coup, tu arrives sur une fiscalité qui est plutôt très douce, parce que taxer tes revenus locatifs à 17%, bah, en fait, c'est mieux que la flat tax. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire qu'on passerait de 47 à 17. Si dans le cas où tu as dit. Hein. Ouais, exactement. Mais, Voilà. mais est-ce que on est d'accord que par exemple, si ça c'est dans le cas où une SCPI est 100% à l'étranger, si tu as une SCPI qui Oui. est 60% étranger, 40% en France, comment ça se passe? Ben, un prorata. Les 60% européens sont taxés, comme j'ai dit, pour l'européen. Les 40% France sont taxés, comme j'ai dit, pour la France. Donc, ça complexifie un tout petit peu la déclaration parce qu'il faut séparer. Mais bon, je rappelle quand même hein, que les SCPI ont le bon goût de vous prévenir. Donc, en fin d'année, ils vous envoient un document pour vous dire, voilà, vous avez tant de pourcents des revenus, enfin, vous avez tant de revenus. En fait, d'ailleurs, ils ne disent même pas en pourcentage. Ils disent, voilà, tu as gagné 500 euros de sources étrangères et 300 euros de sources françaises. Et donc, ça se met comme ça. Mais tu as tout à fait raison de le rappeler, effectivement. Donc, si tu es sur une SCPI 100% Europe, évidemment, eh bien, tu as le gain sur, enfin, on va dire l'optimisation fiscale sur tout. Si tu es une SCPI hybride, tu vas faire comme vidéo prorata, sachant, alors peut-être, je me permets de glisser un deuxième truc qui est pas mal sur comme fonctionnalité, c'est qu'on a un système de simulation où vous pouvez ajouter des SCPI et en fait, ça vous indique le pourcentage d'actifs en Europe versus en France, ce qui est généralement un bon indicateur parce que si vous avez voilà 70% des actifs en Europe, ben, vous savez que vous allez être principalement sur le Optimiser format fiscalement, de ouais. taxation européen. Exactement. Alors moi j'ai quand même une question là-dessus sur encore pour la partie SCPI européenne, enfin fiscalité SCPI européenne, c'est que ok donc pas CSG, ça c'est bien compris, le taux d'impôt est bien donc de TMI moins taux moyen,
Ok. Par contre, il y a bien un prélèvement à la source qui est fait de la part de l'étranger. Donc, c'est-à-dire que ton rendement net, Ouais. il n'est pas égal à celui du rendement net français. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu as tout à fait raison. Alors ça, je te rejoins. Ça fait partie de ces trucs un peu. Je suis désolé pour les auditeurs parce que c'est vrai que ça complexifie un peu. C'est Ouais, une je sais règle que qui a ça devient un été peu complexe, mise mais en j'aime bien place aussi être par. transparent, tu vois, parce que souvent Non, mais t'as raison. on est un peu induit en erreur en disant, jamais j'investirai en France que les SCPI étrangères, que 17. Mais il faut pas oublier que notre assiette imposable c'est 17, mais ce qu'on va toucher, on touche un peu moins, tu vois, parce qu'on est déjà un peu prélevé, quoi. Oui, effectivement. Et donc ça, c'est un point important. Effectivement, les SCPI ont donc une imposition à la source, en fait, en tant que société, dans les pays concernés. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle depuis. Alors là, la date m'échappe, mais c'est soit depuis 2021, soit depuis 2020. Je sais plus, enfin bref, depuis vers 2021, je crois, ou 2022. Mhm. Il y a une nouvelle règle qui fait que effectivement, l'ASPIM, donc l'association des sociétés de gestion, a choisi de faire en sorte que l'indicateur de référence, donc le taux de distribution, prenne les revenus, ce qu'on appelle bruts de fiscalité étrangère. C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu as une SCPI qui a un bien en Allemagne, ce bien en Allemagne, il a généré 200 euros de loyer, et ben pour calculer le taux de distribution, tu vas faire 200 divisé par le prix de la part. Alors que tu vas payer une imposition à la source en Allemagne avant de distribuer aux investisseurs français. Mhm. Et donc, pour les SCPI européennes, tu as un taux, donc le fameux TD brut, le TD classique, taux de distribution, TD, et un TD net de fiscalité étrangère qui, du coup, lui, va prendre en compte ce qui est vraiment versé aux investisseurs Mhm. sur leur compte en banque. Et c'est vrai que cette info-là est plus difficile à trouver. Et je te cache pas que nous, en fait, on se tord un peu le cerveau depuis des mois pour trouver comment l'afficher de manière compréhensible. Mais c'est super dur, en fait, parce J'allais vous que le suggérer. comme tous les classements sont basés, ouais, ouais, mais en fait, je t'explique rapidement. Mais en fait, le problème, c'est que tous les classements sont en TD brut. Donc, si toi, tu arrives Mhm. Louvainvest et que tu affiches Transition Europe, non pas à 8,16, mais j'en sais rien, à 6,8, bah, en fait, le client moyen, il va lire ça, il va se dire, OK, je me fais avoir chez Louvainvest. Mhm. J'ai une moins bonne Et Transition Europe, ouais, j'ai c'est un ça, c'est Transition ça. Europe moins bien. Mhm. Et donc, tu vois, le truc, c'est que tu peux pas, en fait, il y a un standard. Et ouais, t'es Je obligé de suis d'accord t'aligner avec parce toi que, que le en standard, fait, il peut être amélioré. en fait, le problème, c'est que si finalement, t'es plus honnête sur le TD net, toi, t'es lésé par rapport à comment tu l'affiches par rapport aux autres, en fait. Et je peux comprendre que c'est pas du tout dans votre intérêt, Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, ouais. et au-delà même de ça, en fait, même réglementairement, vu que c'est ça la métrique qui a Ouais, le été standard, choisie, en ouais. fait, moi, je suis obligé de communiquer. Bah ouais, je suis obligé de Hmm. communiquer le standard. En fait, je peux pas inventer des métriques et dire, bah tiens, non, en Hmm. fait, le rendement, c'est 4. Enfin, j'ai pas le droit. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on hésite. Alors, on l'affiche aujourd'hui dans l'open data. Dans l'open data, si tu vas sur l'historique, normalement, si mon équipe a bien fait son travail, et sinon je leur taperai sur les doigts, on a sur 2023 le TD brut et le TD net pour toutes les SCPI concernées. Donc on l'affiche là et on est en train de réfléchir à comment l'afficher de manière plus explicite sur l'application. Mais c'est vrai que ça risque d'induire en erreur certaines personnes. Ouais, bah écoute, mais en tout cas, c'est super important, je pense qu'on l'ait dit, parce que moi, parce qu'en fait, si je détaille un petit peu plus hein, cet aspect-là, c'est que donc on a un prélèvement à la source donc étranger et par pays, en fait, il y a des prélèvements à la source qui diffèrent, il y a un taux différent qui est prélevé. Moi, ce que je dis souvent à mes clients pour simplifier, hein, tu vas me dire si je suis hors des clous ou pas, mais grosso modo, je dis souvent qu'il faut compter à peu près 25%, tu vois. Si on prend le TMI moins le taux moyen et qu'on rajoute en plus le prélèvement à la source, grosso modo sur le brut global, il faut compter un taux d'impôt de 25 quoi. Alors ça dépend des pays, mais moi c'est ce que j'ai en tête à chaque fois, tu vois, à peu près. C'est pas exact évidemment et Ah ça oui, ok, change en d'accord. fonction Tu, des tu prends, pays tu et prends la, compagnie. tu prends la double imposition. C'est ça, en prenant en compte la Ouais, double bah nous, ce qu'on imposition, fait tu en vois. fait comme simulation, ouais. Nous, ce qu'on fait dans les simulations, c'est qu'on compte plutôt à peu près 15% d'imposition à la source. Ouais, c'est ça, Euh, c'est entre 15 et 20 en général. Et puis après, du coup, vu que ça déduit du rendement brut, et sur cette base-là, il y a comment dire, le taux tu viens imposable qu'on a appliquer la vu, différence, je vais appliquer. exactement. Bon, on va pas forcément non Exactement. plus trop enfumer le cerveau aux auditeurs, parce que là, je pense qu'on serait peut-être un peu trop dans le détail. Pour terminer, Clément, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la plateforme de Louvre, parce que bon, on a déjà bien parlé, on a un petit peu disséminé des infos, mais j'aimerais quand même que tu profites de ce moment aussi pour mettre en avant les avantages.
et que tu parles peut-être un petit peu voilà de ce qu'on peut trouver sur l'app en fait, tu vois, grossièrement la personne qui veut commencer à se renseigner sur les CPI, qui veut chercher des CPI, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour faciliter la tâche aux personnes? Écoute, avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai lancé donc Louvainvest principalement parce que je voulais qu'un service comme Louvainvest existe. Et donc, bon, il y a Tu un l'as fait. côté un peu passion, un côté aussi, j'ai été l'un des premiers clients. Enfin, tu vois, donc voilà, le sujet m'intéresse, quoi. Par rapport à ça, effectivement, donc on a créé une plateforme, c'est-à-dire que tu peux créer un compte. Tu peux explorer les SCPI. Donc évidemment, ça veut dire que tu peux avoir dans un premier temps un affichage un peu type e-commerce, tu vois. Donc type, tu vois Mmh. toutes les SCPI dans un premier temps, puis tu peux cliquer et aller voir plus d'infos. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le plus accessible possible des concepts qui sont pas évidents. Je pense que l'auditeur s'en sera rendu compte pendant la conversation. Euh, à la fois, il y a un postulat de base qui est hyper simple. La SCPI, c'est investir en immobilier, toucher des loyers sans aucune gestion. Et en fait, évidemment, tu as toujours des petites ramifications. Donc, on essaye d'afficher ça de la manière la plus simple possible. On affiche par exemple l'historique des rendements, l'historique du prix de la part, l'historique de la valeur de reconstitution. On est très transparent sur les frais aussi. On explique le cashback, on explique quels sont les frais qui sont fonctionnés. On fait aussi des calculs sur le démembrement, c'est-à-dire qu'il y a le taux de rentabilité interne du démembrement. Ça, c'est un sujet qui est hyper important. Donc, on vient directement t'afficher le taux de rentabilité interne du démembrement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On te propose de faire des simulations, donc tu peux choisir un portefeuille et voir comment ça pourrait marcher pour toi. Tu peux comparer des SCPI entre elles. Ça, je trouve, c'est la Voilà, fonctionnalité. Je me permets de principalement. m'arrêter là-dessus. Moi, c'est une fonctionnalité que j'adore chez vous, que je me sers même moi à titre perso. C'est quand les personnes ils veulent construire un portefeuille de CPI diversifié, je trouve que c'est compliqué quand même de savoir, quand on mixe des CPI entre elles, de savoir quelle part dans le global en fait on aura en bureau, quelle part on aura en commerce, en santé ou même Ouais. géographiquement. Et l'outil il est quand même bien parce qu'en fait en 3 clics, on peut voir en choisissant 3 SCPI au hasard, hein, on voit quelle allocation globale on aura et géographiquement et en termes d'actifs. Et ça, selon moi, c'est vraiment enfin voilà, c'est vraiment un truc qui fait gagner énormément de temps et qui rassure parce que en 3 clics, on voit notre diversification. On n'a pas besoin d'avoir des outils super avancés. Juste avec le vote qui est gratuit en plus, c'est faisable. Ouais, alors t'as raison, ça c'est peut-être un point important à mentionner, parce que je parle de créer un compte, ça peut effrayer, mais en fait, bon, créer un compte, c'est évidemment gratuit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail, par exemple, si vous en avez un. On n'a évidemment pas accès à vos emails, hein, mais c'est juste que ça permet de faire la connexion automatisée via Google. Et effectivement, tous ces outils-là sont 100% gratuits. L'open data est gratuite aussi. Donc oui, on a cette vocation en fait à apporter de la valeur. Moi, j'ai cette conviction que plus tu apportes de valeur, finalement, plus tu es un acteur qui veut le bien de tes clients, normalement, bon, tu peux espérer qu'un jour les clients seront contents et viendront chez toi, quoi. Donc c'est un peu notre pari, et c'est vrai que tous Hmm. ces outils-là sont 100% gratuits. Top. Bon, dans tous les cas, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent essayer Lovinvest. Vous avez 3% de cashback en plus, si vous passez à l'action. Merci beaucoup Clément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de nous quitter sur Louvre, sur les SCPI ou quoi que ce soit? Ouais, bah, peut-être le seul point, parce que finalement enfin c'est super, on a couvert énormément de sujets. Moi, ce à quoi j'invite les gens souvent, c'est à se dire si à la fin de cet épisode ça vous a à peu près parlé, que vous vous dites écoute l'investissement immobilier à partir de 200 € c'est quand même pas mal. N'hésitez pas à essayer en fait. Je pense qu'on se bloque souvent en se disant ouais mais bon si j'ai pas 50 000 €, est-ce que ça vaut le coup? Hmm. Bah, je vais pas vous le cacher, évidemment que si vous mettez 200 €, vous n'allez pas prendre votre retraite à la fin de votre investissement, c'est une évidence. Mais peu importe. Euh, En fait, pourquoi je dis d'essayer? Parce que on on n'apprend jamais mieux que quand on a un peu de ce qu'on appelle skin in the game, tu vois, qu'on a Hmm. commencé à mettre un peu de notre propre argent, même si c'est des montants faibles sur lesquels on n'a pas trop de, tu vois, même si ça se passe mal, c'est pas grave. Et c'est comme ça que vous allez voir le mécanisme. Et moi, par exemple, je sais que, tu vois, on a pas mal de clients. Recevoir un loyer, c'est un kiff. Ils nous appellent en disant, mais Hmm. c'est génial, j'ai reçu des Trop bien. loyers. J'ai un Comment, vrai comment vous revenu avez fait, passif, quoi? quoi. Enfin, tu vois, c'est presque ça. Ouais, voilà, c'est presque magique. Je dis, mais attends, mais j'ai rien fait. Bah oui, t'as rien fait, c'est le principe, en fait. C'est exactement pour ça que ça existe. Et voilà. Donc, ça pour vous dire, n'hésitez pas et ne vous limitez pas, en fait, à vous dire, ah, mais non, mais moi, je suis pas assez riche. Non, mais moi, j'ai pas assez. Enfin, voilà. Hmm. On est tous à notre mesure capables de faire des choses. Et puis peut-être dernier point par rapport à ça, essayez dans un premier temps. Et comme je pense que tu le recommandes souvent en bourse de faire du DCA, en gros de l'investissement programmé,
On a aussi créé l'option sur l'application de faire de l'investissement programmé. Et ça, bon, c'est mon intime conviction. Si vous avez un truc à faire pour votre retraite, mettez un DCA en bourse, mettez un DCA en immobilier. Vous aurez un portefeuille qui sera du coup quand même Diversifié. à peu près résilient. Hmm. Exactement. Et vous avez rien à faire. Et vous verrez dans 15, 20, 30 ans, On je te suis à remerciera. peu près certain que vous serez ravis de l'avoir fait. Bah, enfin, moi et toi, parce que, enfin, mais Hmm. tous les gens qui prônent des investissements passifs de la sorte. Hmm. Ouais, c'est clair, hein, c'est pour moi je peux pas te dire le contraire parce que c'est ce que je prône aussi à longueur de journée. Enfin, le DCA d'une part et puis immobilier bourse pour moi c'est vraiment les deux piliers qui doivent être privilégiés dans un patrimoine donc forcément je suis en phase avec toi quoi. Mais ouais c'est vrai que le comment dire l'investissement programmé sur Louvre bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé mais c'est quelque chose ouais, qui peut plaire je pense et qui doit être bah, voilà qui doit être mis en avant donc tu as bien fait d'en parler ouais. Merci Clément. Super. T'as encore un dernier truc à rajouter? Merci Thomas. C'est tout bon pour toi? Non, all good. Bon, vous aurez le lien en description si vous voulez tester Louvre. Comme on a dit, c'est gratuit, ça coûte rien de tester. Et même, voilà, si vous avez que 200 € pour tester, honnêtement, comme dit, juste le fait de tester d'avoir un revenu passif sur son compte, même si c'est 2-3 €, bah, c'est toujours cool à vivre. Donc, je partage un petit peu la théorie des petits pas qu'a raconté Clément. Merci beaucoup Clément. Je te dis à très bientôt et puis une bonne journée. À bientôt.